Une silhouette fluide, avançant comme si elle glissait sur l'eau, des yeux perçants qui semblent contenir tout un océan d'histoire. Au sommet de sa carrière, elle était la muse africaine d'Yves Saint-Laurent, mais peu savaient qu'au-delà des soies luxueuses et des projecteurs des podiums, se cachait un cœur toujours en quête de son véritable port d'attache. Katusha Nyane n'était pas simplement un mannequin de plus. Elle portait avec elle la beauté africaine dans sa forme la plus pure, une coupe courte audacieuse, une peau brune étincelante et un charisme défiant toutes les normes de la mode parisienne des années 1980. Mais son histoire n'était pas qu'une ascension spectaculaire vers la lumière des flashs. C'était aussi un chemin jalonné d'ombres, celui d'une jeune femme ayant connu l'exil, la perte et une solitude qu'aucun succès ne pouvait effacer. Et puis, au moment où le monde croyait qu'elle avait enfin trouvé la lumière, un événement inattendu la fit disparaître de la scène. Ce ne fut pas un adieu ordinaire, mais un point d'interrogation suspendu, laissant au public un sentiment de manque, un vide impossible à nommer. Katusha Nyane est née en 1960 à Conakry, la capitale de la Guinée, dans une famille intellectuelle mais traversée par des vents contraires. Son père, Djibril Tamsir Nyane, historien et écrivain renommé, lui transmit très tôt la fierté de ses racines mandingues et une conscience aiguë de l'identité africaine. Sa mère, femme sensible et passionnée d'art, nourrissait le rêve d'une vie libre, rêve qu'elle transmit à Katusha sous la forme d'une indépendance farouche. L'enfance de Katusha ne se résumait pas à des jours paisibles. À l'âge de 9 ans, elle connut une rupture brutale. La famille dut quitter la Guinée, traverser le Mali, puis s'installer en France, telle une volée d'oiseaux déracinés par les turbulences politiques. La fillette aux grands yeux et à la silhouette déjà élancée se retrouva soudain l'autre dans sa nouvelle école, différente par la couleur de peau, la langue et même la manière de rêver. À Paris, Katusha dut apprendre à s'adapter. Elle observait en silence, écoutait attentivement les intonations françaises, tout en conservant précieusement la sonorité de sa langue natale et le souvenir du battement des tambours djembés. Ses camarades l'appelaient parfois « la fille africaine sauvage », une étiquette teintée de curiosité mais aussi de préjugés. Pourtant, dans sa démarche droite, dans la façon dont elle soutenait le regard des autres, se devinait une assurance rare qui dérangeait autant qu'elle fascinait. Derrière les portes closes, la vie n'était pas simple. Elle assistait aux discussions animées entre ses parents, aux soirées où sa mère restait seule devant la fenêtre et ressentait cette impression diffuse d'isolement dans une ville étrangère. Très tôt, elle comprit que le monde n'offrait pas la même équité à tous, et encore moins à une jeune fille noire. C'est dans ce contexte que naquit ce que l'on pourrait appeler l'énergie cachée de Katusha. Elle apprit à utiliser sa beauté comme un bouclier, mais aussi comme une arme. Face au regard condescendant, elle opposait une grâce naturelle et une intensité de regard qui désarmait. Face aux paroles blessantes, elle choisissait le silence pour mieux prouver sa valeur par ses actes. Depuis l'enfance, Katusha aimait les vêtements sans imaginer qu'ils deviendraient son destin. Chaque fois que sa mère cousait un boubou, elle l'essayait en secret, tournoyant devant le miroir, transformant la petite chambre en un podium imaginaire. Ces jeux innocents deviendraient plus tard la base d'une carrière qui la conduirait au sommet du monde comme top modèle. Pourtant, l'avenir restait incertain. Sa famille espérait qu'elle suive un parcours sérieux, devenir enseignante, journaliste ou intellectuelle, à l'image de son père. Dans les yeux de ce dernier, le métier de mannequin n'était qu'un univers frivole, plein de pièges, indigne de la fille d'un érudit. Katusha ne se rebellait pas ouvertement, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne vivrait pas une vie tracée par les attentes des autres. Paris, à la fin des années 1970. Katusha, alors âgée d'une vingtaine d'années, mesurait 1,78 m, avec une silhouette longiligne qui attirait les regards partout où elle passait. Pourtant, au lieu de courir les castings,
Elle préférait passer ses après-midi dans les cafés animés de Saint-Germain-des-Prés, discutant avec des amis artistes et étudiants venus du monde entier. La mode restait pour elle un jeu d'enfant, un rêve lointain, jusqu'au jour où le destin décida de frapper à sa porte. Ce jour-là, en traversant une petite place, elle tomba sur une séance photo en plein air. Le soleil filtrait à travers les arbres, se reflétant dans ses cheveux courts, et un photographe, interrompant son travail, resta figé. Il la fixa comme s'il venait de découvrir un diamant brut au milieu de la rue. « Mademoiselle, vous êtes magnifique. Avez-vous déjà pensé à poser ?» Ce n'était pas seulement un compliment, mais une étincelle allumée dans l'imagination de Katusha. L'homme était un photographe bien introduit dans le milieu. Sa proposition était sérieuse. Katusha hésita. Son père désapprouverait sans aucun doute, sa mère craignait les pièges du métier de mannequin. Mais une petite voix intérieure lui soufflait « Essaie, sinon tu regretteras toute ta vie ». Sa première séance eut lieu dans un petit studio à Montmartre. Devant l'objectif, Katusha ressentit une énergie nouvelle. Chaque mouvement semblait couler de source, chaque inclinaison de tête était instinctive. Le photographe, pourtant habitué à travailler avec de nombreuses beautés, s'exclama « Tu n'es pas seulement belle, tu es présente ». L'une des photos de cette séance tomba entre les mains d'un assistant casting travaillant pour une jeune marque de mode. Une semaine plus tard, Katusha reçut un appel pour un défilé. Son cœur battait à tout rompre. C'était peu être la chance de sa vie, mais aussi un saut dans l'inconnu. Le casting eut lieu dans une salle blanche, froide, éclairée par des néons. Les autres candidates, maquillées à la perfection et habillées des dernières tendances, semblaient prêtes à conquérir le monde. Katusha, elle, portait une robe simple et presque pas de maquillage. Mais lorsqu'elle marcha, ses longues jambes et son allure droite imposèrent le silence. Le créateur, un franco-marocain, la fixa un instant avant de dire « Elle a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter ». La nouvelle se répandit vite parmi ses amis. La famille réagit avec prudence. Son père fronça les sourcils, sa mère lui dit doucement « Si c'est ta voix, suis-la, mais reste lucide ». La veille du défilé, Katusha dormit à peine. Ce n'était pas la peur d'échouer qui l'agitait, mais la sensation d'être à l'aube d'un monde nouveau. Et lorsque la musique démarra, que les projecteurs s'allumèrent et qu'elle fit ses premiers pas sur le podium, elle sut que sa vie venait de changer pour toujours. Ce soir-là, une top modèle était née. Au début des années 1980, Paris vibrait au rythme effréné de la haute couture. Chaque saison, les podiums se transformaient en champs de bataille silencieux où les plus grandes maisons se disputaient l'attention du monde. Au milieu de ce tourbillon de lumière et de soie, une silhouette se distinguait, Katusha. Cette fois-ci, elle n'était plus la jeune femme hésitante de ses débuts. Elle entrait en scène comme si elle y était née, avec l'assurance tranquille d'une reine. Le tournant décisif survint lorsque Yves Saint-Laurent la remarqua. Le maître, réputé pour son exigence, fut immédiatement captivé. Dans les traits et l'attitude de Katusha, il vit un éclat que nul autre mannequin ne possédait, une beauté indomptée, ancrée dans ses racines africaines. Elle devint rapidement l'une de ses muses, incarnation d'une Afrique élégante et fière, drapée dans les créations somptueuses de la maison. Lors de son premier grand défilé pour YSL, elle portait une longue robe blanche en soie, effleurant le sol. Chaque pas était un glissement, chaque mouvement de sa tête faisait onduler le tissu comme les ailes d'un oiseau rare. Sous les projecteurs, sa peau caramel captait la lumière, hypnotisant la salle entière. Les critiques hochaient la tête, les photographes mitraillaient, et Saint-Laurent lui-même affichait un sourire satisfait. La carrière de Katusha prit alors une dimension internationale. Elle défila pour Chanel, Dior, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier. Chaque créateur révélait une facette différente de sa personnalité, tantôt déesse guerrière du désert, tantôt grande dame parisienne.
tanto muse intemporel. Les photographes l'adoraient pour sa capacité à raconter une histoire en un seul regard. Les créateurs, eux, admiraient la façon dont elle insufflait une âme aux vêtements. Quant au public, il percevait chez elle quelque chose de rare. Elle ne se contentait pas de défiler, elle vivait chaque pas, chaque pose. Fidèle à elle-même, Katusha refusa toujours de céder aux pressions pour lisser ses cheveux ou éclaircir sa peau. Dans une époque où les standards européens dominaient, cette décision était un acte militant. « Je n'ai pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre pour briller », répondait-elle à ceux qui lui conseillaient de se conformer. Cette force de caractère contribua à forger son statut de top modèle iconique. Les soirées d'après-défilé étaient mémorables. On la voyait apparaître dans des robes somptueuses, un verre de champagne à la main, éclatant de rire. Mais derrière cette image glamour se cachait un rythme de vie éprouvant. Voyage constant entre New York, Paris et Milan, shootings à l'aube, répétitions jusqu'à tard dans la nuit. Même épuisée, elle montait sur scène avec la même intensité. Chaque fois que je marche, je pense aux jeunes filles africaines qui me regardent. Je veux qu'elles sachent que leur couleur de peau n'est pas une limite, confia-t-elle un jour à un journaliste. À son apogée, Katusha n'était plus seulement un mannequin vedette, elle était devenue un symbole. Elle avait ouvert une brèche dans les murs invisibles de la mode européenne, permettant à d'autres visages de la diversité d'émerger. Katusha Nyan n'a jamais accepté que le monde de la mode définisse entièrement qui elle était. Pour elle, le podium n'était qu'une scène passagère. Sa véritable empreinte, c'était la voix qu'elle portait au-delà des défilés. Dès ses premières années de gloire, Katusha se fit remarquer non seulement pour son charisme, mais aussi pour ses paroles franches. Lorsqu'un journaliste lui demanda pourquoi elle ne changeait pas de coiffure pour s'adapter au goût occidental, elle répondit avec un sourire calme mais assuré « Je ne coupe pas mes racines pour entrer dans le moule de quelqu'un d'autre ». Cette phrase devint un cri de ralliement pour de nombreuses jeunes mannequins noirs cherchant à affirmer leur identité. Son intransigeance avait un prix. Elle perdit plusieurs contrats prestigieux pour avoir refusé d'éclaircir sa peau ou de porter des perruques imposées. Certains directeurs artistiques voulaient la transformer en une image qui ne lui ressemblait pas. Elle s'y opposa, consciente que céder signifierait trahir ce qui faisait sa force. « Si je me perds moi-même, que restera-t-il à aimer ?» disait-elle. Mais Katusha ne se limitait pas à défendre sa propre image. Elle utilisa sa notoriété de top modèle pour s'engager dans des causes sociales. Elle devint l'une des voix les plus fortes contre l'excision, parlant ouvertement de l'épreuve qu'elle avait subie enfant et transformant sa douleur en plaidoyer. Ce sujet, tabou à l'époque, effrayait certains médias, soucieux de préserver une image glamour autour d'elle. « Mais Katusha insistai, si je me tais, qui parlera ?» Cette détermination lui valut le respect d'un public fidèle, mais aussi la méfiance de certains dans l'industrie. On la qualifiait parfois de « difficile », une étiquette qui ne l'atteignait guère. Pour les jeunes mannequins issus de la diversité, elle incarnait la preuve que l'on pouvait réussir sans renoncer à sa dignité. Elle mena également un combat discret contre les normes corporelles extrêmes qui commençaient à envahir la mode. Alors que l'obsession de la maigreur gagnait du terrain, Katusha choisit de préserver une silhouette saine, refusant les régimes draconiens. Elle rappela publiquement que la mode devrait célébrer l'être humain, pas le détruire. Ses choix lui coûtèrent certaines opportunités, mais ils gravèrent son nom dans la mémoire collective comme celui d'une top modèle courageuse, qui savait quitter le podium pour défendre ses convictions. Elle résumait sa philosophie en une phrase « Une robe, même la plus belle, ne dure qu'un instant. Le message que vous transmettez, lui, peut durer toute une vie. » Aujourd'hui encore, cette phrase résonne, rappelant que Katusha ne fut jamais seulement un mannequin de plus, mais une femme qui porta haut ses idéaux, même lorsque cela signifiait marcher à contre-courant. En 2008, le nom de Katusha réapparut massivement dans les médias,
mais pas pour annoncer une nouvelle campagne ou un retour sur les podiums. Cette fois, les gros titres étaient accompagnés d'un mot glaçant, disparition. Tout commença par une nuit d'hiver glaciale à Paris. Katusha vivait alors sur une péniche amarrée près du pont Alexandre III. Après avoir quitté une soirée sur son bateau, elle s'éloigna et plus personne ne la revit vivante. L'histoire, floue et déroutante, fit naître de nombreuses interrogations. Les années précédentes avaient déjà laissé entrevoir des signes d'instabilité. Même si elle apparaissait encore lors de certains événements mondains, Katusha ne travaillait plus au même rythme que durant son âge d'or. Elle consacrait davantage de temps à des projets personnels, notamment à l'écriture de son autobiographie « Dans ma chair », un livre bouleversant dans lequel elle racontait son enfance marquée par l'excision et son combat acharné pour l'abolir. L'ouvrage eut un retentissement important, mais il amena aussi une pression émotionnelle énorme. Ses amis proches racontent qu'elle traversait parfois des périodes de silence profond, disparaissant quelques jours, souffrant d'insomnie chronique. Elle affirmait toujours aller bien, mais ses yeux, parfois, semblaient déjà loin, comme tournés vers un autre horizon. Des rumeurs circulaient au sujet de difficultés personnelles et financières, mais rien n'était confirmé. La dernière nuit, selon certains témoins, Katusha quitta la péniche vers minuit. La police avança la thèse d'un accident. Peut-être avait-elle glissé et était tombée dans la Seine. D'autres, moins convaincus, parlaient d'une main extérieure. Les journaux à sensation en firent leurs gros titres, mais ses proches refusèrent de réduire son histoire à un mystère macabre. 3 semaines plus tard, son corps fut retrouvé non loin de son lieu de vie. L'autopsie confirma l'absence de signes criminels. Officiellement, il s'agissait d'un accident. Officieusement, beaucoup restèrent avec un goût d'inachevé. Le monde de la mode réagit avec une tristesse palpable. Les anciens collègues, stylistes et photographes publièrent de vieilles images de cette top modèle au sourire éclatant. Yves Saint Laurent, déjà affaibli, ne put s'exprimer publiquement, mais fit transmettre ce message: elle a offert au monde une beauté que personne ne pourra remplacer. Sa mort brutale mit fin à un chapitre flamboyant de l'histoire de la mode. Pour beaucoup, ce fut comme voir une étoile filer soudainement dans la nuit, un éclat éblouissant, disparu trop tôt. Katusha Nyane s'est éteinte à seulement 47 ans, laissant derrière elle un vide que le temps n'a pas comblé. Dans les archives de la mode, ces photos continuent de briller comme si elles avaient été prises hier, Katusha glissant sur le podium dans la fameuse robe blanche signée Yves Saint Laurent, le regard fier, la démarche assurée. Mais son héritage ne réside pas uniquement dans ces images figées. Elle a transformé la manière dont l'industrie perçoit la beauté. Elle a prouvé qu'un mannequin ne se définit pas seulement par ses mensurations ou par sa capacité à porter une robe, mais aussi par la force de son identité et la puissance de son message. Katusha a osé refuser des opportunités qui allaient à l'encontre de ses convictions. Elle a utilisé sa visibilité de top modèle international pour mener un combat humanitaire et culturel, inspirant des générations entières. Peut-être que le plus grand paradoxe de Katusha est là. Elle n'a jamais cherché à être une icône, mais elle l'est devenue en restant fidèle à elle-même. Elle disait un jour: « Je ne suis pas née pour être un symbole. J'ai juste vécu comme je l'entendais. Si quelqu'un trouve de la force dans mon histoire, alors c'est mon cadeau. » Aujourd'hui, de nombreuses jeunes femmes noires qui foulent les podiums avec leurs cheveux naturels ou leur peau fièrement assumée, le font en marchant sur les traces qu'elle a laissées. Elles sont, d'une certaine manière, les héritières de ce courage. Et lorsque, aujourd'hui, un visage noir illumine un podium de Paris ou de Milan, on peut se demander: Katusha est-elle vraiment partie, ou bien vit-elle encore dans chacun de ses pas confiants?